C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, c'était annoncé comme moment capital de la Gani. L'empereur a effectué sa sortie rituelle sur les lieux sacrés. Il était à la tête d'une grande procession de cavaliers au grand émerveillement de la population. Pas de classe sans enseignants à la rentrée. Le gouvernement vient de déployer environ 2500 aspirants pour combler le gap à la maternelle et au primaire. Comment se fera le déploiement? Réponse avec Heureuse Danondé. Et puis le Bénin et le Nigeria ensemble pour un tourisme rayonnant. C'est l'idée derrière le forum Nigeria-Bénin sur le tourisme. Une rencontre de partage interacteurs pour la mise en commun des efforts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Grand moment de la Gani 2024, la sortie de l'empereur à la tête d'une imposante procession. Il est allé se recueillir sur les lieux sacrés où reposent les grandes figures qui ont marqué l'histoire de cet empire. Autre temps fort, c'est la toilette rituelle de l'empereur, moment important pour purifier et renforcer le souverain après le parcours rituel. Le passage devant les tambours sacrés et la parade des cavaliers ont été l'ultime étape de ces festivités qui ont connu la présence de nombreuses personnalités. Et face à la presse, la ministre du Numérique est revenue sur l'importance de la célébration de la Gani. Membre de la Cour royale, la princesse Bekegi s'est réjouie des initiatives du gouvernement pour valoriser les attraits culturels et touristiques rattachés à cette célébration. Voici un extrait de ses propos. La Gani, c'est une célébration, je vais dire ancestrale, séculaire, comme vous l'avez dit. C'est une célébration qui a du sens pour tous les enfants de la communauté. Cette tradition séculaire véhicule des valeurs, donc beaucoup de valeurs pour nous. C'est d'abord la valeur du sacré, parce qu'avec la cérémonie de sortie des tambours sacrés, on montre bien que tout ce qui touche à notre identité culturelle, à notre identité communautaire est sacré pour nous. D'aussi loin que moi je me souvienne en tant que fille de cette communauté, nous avons célébré la Gani dans la communion, dans la cohésion. C'est donc des valeurs aussi qui nous sont transmises au fil des célébrations de la Gani. Mon état d'esprit est un état d'esprit vraiment de gratitude, de fierté, de joie et de tous ces sentiments positifs. Et surtout à l'approche effectivement du rituel que le Sinaboko et toute sa suite vont parcourir, qui a aussi une signification pour nous parce que le fait que le Sinaboko fasse ce parcours-là et le fasse sans incident dénote de la bonne santé de notre communauté. Les communautés chérissent leurs valeurs, leurs traditions. Mais un autre défi, c'est que les autorités administratives, politico-administratives, chérissent aussi ces valeurs-là. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République, le président Patrice Talon, dont le cœur est porté sur la culture, sur la valorisation de la culture, des cultures de notre pays. Et cette vision, ce cœur de ce grand homme s'est traduit ici dans notre communauté par le fait que nous aurons très bientôt un palais digne de ce nom, inédit. C'est une grande fierté pour tous les fils et filles du Baotem de voir ce palais se construire. Et tous les jours que Dieu fait, nous avons ces témoignages que ce geste que le gouvernement, sous l'impulsion du président Patrice Talon, a bien voulu poser, est un geste grand, noble. Cette édition sera encore une fois une belle édition. Je sens que en termes de personnes qui sont venues célébrer avec nous, nous avons encore passé un cap supplémentaire et donc nous sommes très heureux d'accueillir toutes ces personnes venues célébrer la Gani de partout au Bénin, de partout en Afrique, de partout dans le monde. Je veux mentionner aussi que la Gani, telle que nous la célébrons aujourd'hui, est aussi complétée par une autre Gani que nous appelons la Gani de la Nyokogi, qui est une Gani célébrée cette fois-ci
par la Nyokogi. Et depuis quelques années aussi, grâce aux efforts de beaucoup de personnes, nous constatons que cette gani également prend de l'ampleur. Et c'est une très bonne chose parce que la femme occupe une place importante dans nos traditions, dans la culture du Baroté. Demain, l'école béninoise rouvre ses portes pour une nouvelle année scolaire et elle s'annonce plutôt bien puisqu'à la maternelle comme au primaire, il n'y aura pas de classe sans enseignants. Le gouvernement a autorisé le déploiement d'environ 2500 aspirants pour combler le gap. Qui sont concernés et comment se fera le déploiement? Réponse avec Heureuse Danondé. Autorisation de déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. C'est une bonne nouvelle pour le sous-secteur enseignement maternel et primaire. Le Bénin est de plein pied dans les préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire. Et quoi de mieux de savoir que dès la reprise des classes, chaque élève béninois aura un enseignant devant lui. 2431 aspirants au métier d'enseignant AME vont être déployés partout où besoin sera, sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil a marqué son accord pour le déploiement de ce nombre d'aspirants parmi les 2513 admis au test d'octobre 2022 inscrits dans la base de données. Il s'agit de ceux qui, non encore affectés dans une école, ont marqué leur disponibilité. Il ne s'agira donc pas pour le gouvernement de refaire un test d'évaluation afin d'incorporer de nouveaux admis dans la base de données des AME déjà disponibles. Ce déploiement concerne les 2513 AME en attente d'affectation, mais surtout ceux-là qui sont encore disponibles pour servir la nation. C'est une opportunité pour les aspirants au métier d'enseignant et une preuve que le gouvernement est à l'écoute des préoccupations de chacun. Lorsqu'on se rappelle les doléances de plus d'un afin que le reste des AME soit déployé. L'expérience d'AME se veut aujourd'hui, après plusieurs années d'expérimentation, comme une solution du gouvernement pour régler un problème crucial qui se pose à l'école béninoise. Avec l'augmentation du nombre de classes ouvertes, les départs à la retraite et même les abandons, permettre à l'apprenant d'avoir un enseignant devant lui tous les jours de classe est un défi que le gouvernement s'emploie à relever depuis quelques années. Jusqu'à novembre dernier, 15 000 aspirants ont bénéficié d'un contrat de travail. Et si au cours de l'année scolaire 2023-2024, le déploiement des AME a été effectué en novembre 2023, plus de 2 mois après la reprise des classes, il urge de saluer l'effort d'anticipation noté cette année pour le compte de la rentrée scolaire 2024-2025. Pendant ce temps, le Bureau des projets de développement des œuvres sociales, avec l'appui de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, donne un coup de pouce aux écoliers et élèves démunis victimes de la montée des eaux du mois de juin dans la commune de Lalo. Pour mieux préparer la rentrée, ils ont reçu des kits scolaires. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimani. Ce sont 500 kits scolaires que le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales BUBDOS ONG offre aux enfants démunis et victimes des récentes inondations dans la commune de Lalo. Un acte de solidarité rendu possible grâce à la contribution des fidèles de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. La prompte réaction de nos partenaires a permis d'apporter des premiers secours à cette population. Le besoin de secours devient encore plus crucial à cette veille de la rentrée des classes car la source de revenus des sinistrés est emportée par les eaux. Ces kits, bien plus que de simples fournitures, symbolisent notre engagement envers une éducation de qualité pour tous. Oui, l'éducation demeure un socle essentiel pour la reconstruction et la prospérité. Le don, évalué à près de 5 millions de francs CFA, est accompagné de chèques. Les bénéficiaires des kits sont des élèves et écoliers sans distinction de sexe ni de religion touchés par la catastrophe naturelle. Grâce à votre soutien, nous pouvons aborder cette année scolaire avec des outils nécessaires. Les doléances, c'est qu'il faut des tentes pour que ceux qui habitent aujourd'hui les écoles puissent commencer par libérer les écoles et permettre à une rentrée paisible.
Bubdose ONG est une organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif créée par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Elle mène des actions de développement et de solidarité au sein des communautés pauvres et vulnérables. Et dans la ville de Djougou, à l'instar des autres communes du Bénin, l'ambiance est aux couleurs de la rentrée scolaire. Le préfet de la Donga s'est adressé aux acteurs du système éducatif du département de la Donga. Jean-Claude James et Yves Agodopessi nous proposent un extrait de son message qui exhorte les apprenants, parents d'élèves et enseignants à la culture de l'excellence. Le gouvernement a joué sa partition pour une rentrée scolaire apaisée. Les questions d'affectation et de mutation du personnel enseignant, les questions du matériel didactique et les mesures sociales en faveur des AME, la cantine scolaire, tout est mis en place pour que nos enfants aient un repas chaud par jour, pour éviter que le taux de déperdition scolaire soit élevé. Quand nous prenons en compte tous ces efforts consentis par le gouvernement, il est normal que nous puissions exhorter, en tant que préfet du département de la Donga, tous les acteurs à se mettre rigoureusement au travail pour que cette année, nous ayons un meilleur résultat. L'année dernière, au niveau du département de la Donga, la population est à près de 90%, une population musulmane. Mais la laïcité de l'État nous amène à ne pas interdire l'école coranique. Mais ce qui est important, l'école coranique ne doit pas prendre le pas sur l'année académique. Je veux parler du programme scolaire. Parce que c'est sur le programme scolaire que nos enfants sont évalués pour que nous puissions avoir de bons résultats. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'excellence qui est la règle. Et pour boucler en beauté leurs vacances, les meilleurs élèves au CEP et au BEPC 2024 dans l'Atlantique étaient en visite découverte. Ils sont allés à la zone industrielle de Glodigbe, puis au Palais Royal d'Alada. Marcel Betoro et Ernest Tétégou étaient de la partie. De l'usine de textile en passant par le département de fabrication de vêtements Made in Benin jusqu'à l'usine de transformation de la noix d'acajou, les meilleurs élèves des examens nationaux de l'année 2024 dans le département de l'Atlantique ont eu droit à une visite de la zone industrielle de Glodigbe. Ceux qui allaient au lycée, c'est ceux qui n'ont pas réussi dans l'enseignement général. Ne vous dites pas ça, non. C'est une grosse erreur, une très très grosse erreur. Kapemi sur le Palais Royal d'Alada. Ici, le 16e roi, Sa Majesté Kodegbe Lamanfan et sa cour royale ont accueilli la délégation. Un partage de valeurs culturelles s'est fait entre le descendant du roi Toïgbe Degla XV et nos jeunes talentueux. Nous sommes au Bénin, les rois sont des tresseurs de cordes. Et c'est au bout de l'ancienne corde que nous tissons la nouvelle corde en ayant soin d'éradiquer les valeurs négatives de l'ancienne corde et d'y ajouter les nouvelles valeurs. Autrement dit, nous concilions tradition et modernité. La visite s'est achevée dans les locaux de la préfecture du département de l'Atlantique. Personnellement, je crois que le travail bien fait, l'acharnement au travail et la détermination font de nous de bons élèves et plus tard de bons citoyens. Si on a envoyé les enfants vers la zone industrielle de Glodigbe, c'est pour permettre à ces enfants de toucher du doigt ce qui se passe dans leur pays. Chez le roi, on est allé là-bas pour leur permettre de toucher du doigt
l'histoire qu'on a l'habitude de leur raconter à l'école. Cette sortie découverte à caractère touristique s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'excellence en milieu scolaire au Bénin. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, à travers un règlement, a harmonisé les diplômes dans les secteurs de comptabilité et de finance. Dans ce cadre, les candidats au diplôme d'études de comptabilité et de gestion financière ont passé les épreuves orales pendant 2 jours de composition à Cotonou. Les détails avec Patrick Nimanvo, Deogracias Menayi et Saint-Tiche Quimpon. Tous les travaux effectués au cours de ce stage nous ont permis de découvrir les réalités du métier. Ils sont au total 38 à plancher pour la phase orale du diplôme d'études de comptabilité et de gestion financière, DECOGEF. L'un après l'autre, ils présentent leur rapport de stage effectué en 3 mois. La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière qui permet de saisir, de classer, d'enregistrer des données de base chiffrées. Ils ont apprécié le thème parce que c'est un thème d'actualité, mais ils m'ont recommandé de faire d'autres corrections pour rendre le thème encore plus appréciable. Cet exercice qui se déroule ici à Cotonou se tient également dans les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une réforme au sein de l'UEMOA qui date de 2020. C'est une formation plus intense que la formation classique que nous avons. La formation classique que nous avons, nous faisons 600 heures par an, alors qu'ici on fait 800 heures. Donc, il y a d'autres matières qui sont dedans. Et ça prépare mieux les étudiants à affronter le 2e cycle de l'expertise comptable. L'examen d'expertise comptable, c'est un examen qui est professionnel, axé sur la pratique des experts comptables dans leur cabinet. Et au cours de leur formation, ils ont déjà eu l'occasion d'aller au contact des professionnels dans les cabinets pour apprendre comment un expert comptable travaille. L'examen du DECOGEF est un diplôme de Bac+3. Il donne les aptitudes requises aux étudiants pour exercer en comptabilité et finance. Expertise France et ONU-SIDA luttent contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Les 2 partenaires sont porteuses d'un projet au profit de 6 pays africains, dont le Bénin. Le lancement officiel avec William Aguiar et Ramatoulawani. La mise au point des traitements efficaces dans la lutte contre le VIH-Sida et l'accès élargi des personnes vivant avec cette pathologie ont permis d'enregistrer des progrès considérables dans la riposte contre ce fléau. Au Bénin, les succès sont encore plus remarquables avec un engagement clair. La lutte contre le VIH-Sida a franchi d'importants jalons ces dernières décennies, tant au niveau de la prévention, de la prise en charge, que de la sensibilisation. À l'instar des autres pays, le Bénin s'est engagé à éliminer le VIH en tant que menace de santé publique d'ici 2030. Et pour atteindre cet objectif, le Bénin s'est doté d'un plan stratégique national intégré pour l'élimination du VIH-Sida, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles qui couvre la période 2024-2030. Ce plan prévoit, entre autres approches transversales d'intervention, l'élimination des obstacles liés aux droits humains et au genre qui entravent l'accès et l'utilisation des services de prise en charge du VIH. Un peu partout, ces obstacles sont les mêmes. La stigmatisation, la discrimination et l'absence d'une législation protectrice des personnes vivant avec le VIH-Sida. Face à ces défis, Expertise France et ONU-SIDA répondent à l'appel du Bénin et de 5 autres pays africains à travers un projet. Ce projet a pour objectif donc de réduire la stigmatisation, les discriminations qui frappent les personnes vivant avec le VIH. Et pour ça, en collaboration avec de nombreuses organisations de la société civile, on va essayer de mettre en place des actions très concrètes pour réduire les discriminations là où elles sont les plus fréquentes. Et tout ça, ça doit s'accompagner aussi d'une réforme législative, parce que dans certains pays, c'est la loi qui discrimine en premier lieu. Nous sommes parfaitement conscients que ce projet n'est qu'un premier pas. Changer les mentalités, les pratiques, les perceptions prendra du temps. Cependant, je suis convaincue que grâce à l'engagement indéfectible de chacun d'entre vous, nous réussirons à créer un environnement où les personnes vivant avec le VIH pourront vivre sans crainte d'être stigmatisées ou discriminées.
Au Bénin, sur le plan législatif, le processus de révision de la loi portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH-Sida a permis d'aboutir à un avant-projet de loi qui garantit la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Expertise France et ONU-Sida s'engagent à accompagner le Bénin dans ce sens. L'alimentation est citée comme la première cause de l'obésité infantile et si rien n'est fait, ce déséquilibre parfois morbide entraîne de nombreuses complications chez l'enfant. Christelle Tongodo a interrogé un spécialiste qui attire l'attention des parents. Le surpoids ou l'obésité est une forme de malnutrition par excès qui consiste en une accumulation anormale ou excessive de graisse dans le corps de l'enfant. Le gras et les sucres apportés à l'organisme de l'enfant vont se transformer simplement en gras de plus qui seront stockés par l'organisme de l'enfant. Et puisqu'il ne bouge pas beaucoup, il n'en dépense pas autant. Et cette accumulation dès le bas âge va commencer par le prédisposer au surpoids. Il ne faut pas limiter les quantités, mais il faut agir sur la qualité de ce qu'il mange en réduisant les gras et les sucres dans son alimentation. Un enfant obèse va développer pratiquement les mêmes complications que nous les adultes. Il va faire le diabète de type 2, il va développer les problèmes d'inflammation de ses articulations, donc arthrite. Il va faire une apnée du sommeil. En dormant, il va se réveiller étouffé parce que les graisses qui vont entourer ses poumons ne vont pas lui permettre de bien respirer, ou bien les genoux qui seront déformés. Il aura les pieds qui vont s'aplatir puisque le poids va peser sur ses articulations au niveau des chevilles qui vont aplatir ses pieds. Chez la fille, on peut avoir les problèmes de kyste. Elle peut développer le syndrome de polykyste de l'ovaire. Ces graisses vont entourer ses ovaires. Et quand elle va grandir, pour pouvoir produire des ovules, ça va être difficile. 3 choses. La première, il faut montrer à cet enfant qu'il est aimé de ses parents et de la famille, autant que les autres enfants, s'il y en a. Deuxième chose, il faut lui offrir une alimentation saine et équilibrée en réduisant le sucre, le sel et les gras. Il faut lui faire boire suffisamment de l'eau en fonction de son poids et de son âge, lui offrir assez de fruits et de légumes et à la place des jus de fruits, même si c'est nature, au risque pour ces enfants de lui apporter encore du sucre, il vaut mieux lui donner de l'eau. Cotonou a abrité le forum Nigeria-Bénin sur le tourisme. C'est une rencontre de partage inter-acteurs touristiques du Bénin et du Nigeria sous l'autorité du maire de Cotonou et de l'ambassadeur du Nigeria au Bénin. Le forum vise la mise en commun des forces et des moyens pour l'essor du tourisme entre les deux pays. Alexis Kenom et Arnaud Adaya. Plus de soucis pour le Bénin dans le secteur du tourisme. Le pays reçoit un soutien de taille. Le Nigeria est prêt à déverser des millions de touristes sur le marché béninois. Ainsi se résume ce forum. Nous célébrons le tourisme régional comme créneau porteur. L'Afrique est là. Comment continuer de parler de marché international lorsque l'on a le Nigeria à côté du Bénin, à 0 km. Je peux témoigner de l'importance que ce travail revêt pour le développement de nos communes et la création d'opportunités économiques dans nos villes et nos campagnes. Le tourisme n'est pas seulement une activité économique, mais un pont qui relie nos cultures. Je viens d'un État du Nigeria où on célèbre Arugungu International Festival. Je serai très content d'accueillir également des touristes béninois. Intitulé Nigeria-Bénin Tourisme Forum, cette assise de 3 jours permet à ces professionnels du tourisme du Bénin et du Nigeria de discuter autour des thèmes et normes qui vont permettre aux touristes des deux pays d'aimer
leur environnement. Notre pays se hisse progressivement dans le Conseil des Nations qui compte en matière de tourisme responsable et durable. Cet événement que nous organisons aujourd'hui en partenariat avec nos amis du Nigeria n'est qu'une étape. Nous sommes tellement nombreux là-bas au Nigeria. Si au moins 1 million de personnes viennent ici au Bénin pour la tourisme, vous allez voir que tous les hôtels seront remplis. Vous allez faire tellement d'argent. Pour rappel, des millions de touristes nigérians visitent chaque saison le Rwanda et les côtes de l'Afrique australe. À ce forum sont représentés des dignitaires du Bénin et de Gbadagli au Nigeria. Faire la promotion de l'art et de l'artisanat, c'est dans cette optique que la promotrice de la Galerie Couleurs d'Afrique a lancé le concept Meet the Artisan, un apéro découverte des acteurs au cœur de l'art béninois et africain. Le public présent a eu l'occasion de rencontrer de nombreux artisans et surtout d'acheter leurs produits. Ayeloju Amoussou, Igor Ayosso et Jennifer Sativi. Fabricant d'ustensiles de cuisine et des objets de décoration, cet artisan travaille selon les pratiques traditionnelles. Sculpture, maniement à la perfection des tenailles et pinces sont ses quotidiens. Les objets que vous voyez ici, on a fabriqué ça à base de la récupération des vieilles casseroles en aluminium. Donc, ce que vous voyez ici, ça ne noircit pas, ça ne rouille pas, parce que l'aluminium ne noircit pas, ne rouille pas. En utilisant, on peut les laver avec savon et éponge. Le métier de forgeron est une profession ancestrale qui a de l'avenir. Plusieurs autres artisans n'ont pas manqué l'occasion de mettre en valeur leur réalisation. Moi, je suis dans un domaine que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je fais de l'acrylique et le collage. Quand je suis arrivé ici maintenant, ça a impressionné beaucoup de personnes. Et j'ai eu à vendre, à partager mes contacts avec des personnes. Donc, ceux qui suivent, ils vont venir à Ouidah pour faire la découverte de mon atelier. Et ça permet de promouvoir comme ça ce pourquoi nous sommes ici. La créativité et le savoir-faire sont des compétences acquises chez ces artisans. Toutefois, ces atouts ne sont pas encore reconnus par le grand public béninois. Pour se faire soutenir, il faut qu'on vous connaisse. Pour pouvoir les connaître, mettre des noms sur des visages que nous sommes venus. C'est une étape de découverte. Maintenant, nous sommes en train de faire un recensement des artisans inconnus entre griffes que nous allons révéler à certaines occasions. Il y a un fort potentiel de compétences artisanales dans le pays qui ont besoin d'éclore, qui ont besoin de se faire connaître. Nous avons voulu initier cette activité pour les ramener un peu sur Cotonou, pour les faire connaître parce qu'en les faisant connaître, ces artistes et ces artisans vont apprendre à s'améliorer, vont être en contact de la clientèle un peu exigeante et petit à petit vont apprendre à s'améliorer et à proposer des produits qui répondent aux besoins de la consommation. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu initier cette activité que nous appelons Meet the Artisan. Aujourd'hui, nous avons plusieurs artisans qui nous sont venus de Djougou, de Natitengu, de Ouidah, de Adjara. Regardez cet artisan, ce travail manuel qu'il fait. Si nous ne poursuivons pas, si nous ne les aidons pas à vivre de leur travail, d'ici là, ils vont tous devenir des commerçants ou des pêcheurs, ils vont faire autre chose et ce savoir-faire va disparaître. Et donc, notre objectif en organisant cela, c'est de perpétuer ce savoir-faire ancestral que nous avons au niveau de l'artisanat. Il est important de comprendre que si nous voulons développer notre pays, nous devons produire ce que nous consommons et nous devons consommer ce que nous produisons. L'exposition de ces œuvres sera rééditée tous les derniers jeudis de chaque mois autour d'un apéro à partir de 18h. L'objectif, dénicher le talent des artisans et promouvoir leurs œuvres à travers le consommant local. Hors du Bénin, aux Comores, le président Azali Assoumani se remet de sa blessure au couteau. La Russie et l'Ukraine procèdent à un échange de prisonniers. On fait le tour avec Blaise Adampo. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été légèrement blessé à l'âme blanche le vendredi 13 septembre, annonce le gouvernement et des sources proches de la présidence. Son agresseur, qui avait été arrêté dans la foulée, a été retrouvé mort samedi, a annoncé le procureur. Selon une source proche de la présidence, les blessures du chef de l'État agressé lors de funérailles sont sans gravité.
L'auteur de l'agression était un jeune gendarme en activité recruté en 2022. On ignore ses mobiles et les circonstances exactes de l'agression. Lorsque les enquêteurs se sont présentés ce matin pour l'auditionner, ils l'ont trouvé allongé par terre et inanimé. Le médecin s'est présenté et après l'avoir examiné, il a constaté le décès. La Russie a annoncé ce samedi un échange de prisonniers avec l'Ukraine, confirmé un peu plus tard par les autorités ukrainiennes. 206 prisonniers ont été échangés, 103 de chaque camp. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les soldats russes se trouvaient au Bélarus où ils reçoivent l'aide psychologique et médicale nécessaire. Dans une vidéo publiée par le ministère, l'un d'eux évoque son soulagement. L'Ukraine a de son côté fait savoir que 69 militaires libérés avaient participé à la défense de Mariupol. Les pays d'Europe centrale se préparent à de graves inondations qui devraient toucher plusieurs pays au cours du week-end. Des inondations ont déjà fait au moins 5 morts en Roumanie. Les autorités tchèques ont, elles, érigé des barrières métalliques ou des murs de protection constitués de sacs de sable, tandis que l'eau a été libérée des barrages pour faire de la place dans les réservoirs. Les habitants ont été prévenus qu'ils devraient se préparer à d'éventuelles évacuations. Certains événements publics prévus pour le week-end ont été annulés à la demande des autorités, notamment les matchs de football. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.